Donc moi, ce matin, j'ai le plaisir quand même d'introduire un panel de phénoménologie pour ouvrir la deuxième journée du colloque. Et en particulier, donc la première personne que je vais introduire est Étienne Groslot, qui nous fait l'amitié d'être là pour une deuxième fois. Donc il était présent dans la première édition du CIRFI, il est également pour la deuxième. Merci beaucoup. Une conférence s'intitule, vous le voyez, « Le présent vivant, l'immanence radicale du surgissement temporel ». Personnellement, c'est le type de titre qui m'interpelle, qui me donne envie. Je le présente brièvement. Étienne Groslot est professeur de philosophie au Cégep Beauce-Appalaches et se spécialise en phénoménologie, en éthique et en métaéthique. Sa thèse de doctorat porte sur le rapport entre la raison et l'affectivité à travers une remise en question des acquis de la modernité. Il a publié des articles et présenté des conférences en éthique au sujet de la philosophie de Michel Henry et au sujet de la vérité en phénoménologie. D'ailleurs, si je ne me trompe pas quand même, l'essentiel de la conférence d'aujourd'hui porte sur Michel Henry. En 2018, il publiait « L'oubli de la vie », critique de la raison parodique chez Libert. Il s'intéresse actuellement aux apports possibles de la phénoménologie en métaéthique, ainsi qu'à l'utilisation de la méthode phénoménologique en recherche qualitative. Et je me permettrai également de dire qu'il est donc l'un des contributeurs au premier ouvrage collectif du CIRFI, qui devrait paraître normalement au printemps ou à l'été prochain. Voilà, au pull. Donc, merci. Étienne, je te donne la parole. Donc, bon matin tout le monde. Je suis vraiment content d'être ici encore cette année. Premièrement, je voudrais féliciter les organisateurs pour le CIRFI. Ça représente un travail immense. Je pense que c'est vraiment important comme événement ou comme projet. Donc, je suis vraiment content de pouvoir participer. Puis, j'espère que ça va continuer longtemps. Donc, longue vie au CIRFI. Ce matin, je vais vous présenter une conférence sur le thème du présent vivant. C'est un projet qui est en cours. Donc, j'ai travaillé vraiment beaucoup sur cette idée-là. Puis, pour donner un petit peu l'historique, c'est que pendant ma thèse de doctorat, j'ai effleuré le sujet du présent vivant. Je ne l'ai pas creusé autant que j'aurais voulu. Et finalement, je l'ai un peu évacué. Donc, je voulais revenir à cette idée-là. Et finalement, ce que j'ai découvert, c'est quelque chose qui est beaucoup plus intéressant et important ou fondamental que je pensais. Et ça va probablement m'aider à développer une éthique. Donc, je vais vous présenter ça. Puis à la fin, ça reste un peu ouvert au niveau éthique. Donc, je voulais profiter de votre présence pour m'aider un peu à aller plus loin. Parce qu'il y a quand même des nœuds qui sont difficiles à défaire au niveau éthique. Okay. Donc, le point de départ, c'est pas super original, ça reprend la conception du temps de la phénoménologie avec Husserl, Merleau-Ponty et tout ce groupe-là. Donc, c'est l'idée que le temps n'est pas seulement une série d'instants extérieurs, donc dans un temps cosmologique, mais qui peut être vécu comme une expérience qui est interne et profondément affective. Donc, il y aurait un temps vécu, enraciné au plus profond de la conscience. Ce que je crois, c'est que le temps peut être décrit comme un surgissement continuel d'une immanence qui est radicale. Et les termes, je cherchais l'expression pour l'exprimer, et finalement, les termes sont déjà chez Michel Henry et chez Merleau-Ponty. Donc, on peut vraiment parler d'un surgissement temporel, d'une immanence qui est radicale. Michel Henry il a écrit plusieurs livres et il y a une petite collection de livres qui est Phénoménologie de la vie. C'est 4 tomes qui regroupent des conférences et des articles. Ils sont étrangement difficiles à obtenir présentement. Donc, je voulais vérifier le cadre de cette présentation-là précisément et j'ai pas pu à la dernière minute parce que j'ai pas réussi à mettre la main. Donc, je suis pas certain. Il me semble que c'était une conférence, mais je pourrais pas préciser la date. Là, je vais faire ça prochainement. Et dans cet article-là, c'est des phénoménologies de la vie, tome 1. Il y a un texte sur la temporalité de la vie. Et je veux vous lire un extrait parce que c'est un extrait qui m'a vraiment frappé beaucoup au moment de mes études de doctorat. Et je pense qu'il y a vraiment l'essentiel de l'idée. Donc, Michel Henry écrit
la vie est temporalité. Donc, c'est très fort comme affirmation, la vie est temporalité. Mais la temporalité de la vie est difficile à penser. La philosophie moderne a fait faire à la pensée du temps d'immenses progrès. Pourtant, elle n'a pas pu produire une authentique phénoménologie de la temporalité de la vie, mais seulement une phénoménologie de la conscience du temps, ce qui est tout différent. Donc, pour Michel Henry, ce qu'on peut dire de la temporalité reste de l'ordre de la représentation et non d'une description du vécu vivant lui-même. Donc, il y a encore une distance qu'il va chercher à franchir ou à éliminer pour retrouver un temps vécu plus profond. Il poursuit, le présent réel, le présent vivant, est l'effectuation phénoménologique de l'auto-affection, l'impression, si l'on veut, mais saisie dans son essence et sa possibilité la plus intérieure dans l'immanence de son affectivité. Évidemment, je vais arrêter un peu sur l'auto-affectivité qui est centrale chez Michel Henry, mais on voit que le présent vivant devient le processus de l'auto-affection elle-même et il utilise le terme vraiment de l'immanence radicale de l'affectivité, donc une immanence qui exclut toute transcendance, qui serait vraiment très, très fermée sur elle-même, disons. Et la question de Michel Henry, donc, mais alors, en quoi consiste la temporalité que la phénoménologie n'a pas su penser? La temporalité réelle qui concerne la réalité, se meut en elle et ne la quitte pas un instant, la temporalité de l'impression elle-même, son automouvement, qui n'est pas le s'en aller hors de soi et hors de nous de ce qui était vivant en nous, qui n'est pas le brusque saut dans l'irréel, la mort à tout instant, mais justement le mouvement de la vie se produisant en elle comme son intériorité même et ce qui ne cesse de lui appartenir. Honnêtement, j'ai lu le passage plusieurs fois. C'est très, très, très dense comme paragraphe. Donc, il y a vraiment une recherche du mouvement de l'intériorité qui serait à l'origine de la création du temps. Et c'est cette idée-là que je veux creuser. Donc, ma présentation va être séparée en 4 parties. Je veux premièrement établir certaines prémices ou certaines idées de base pour permettre la réflexion. Ensuite, je vais essayer de comprendre ce qu'est le présent vivant, ce qu'il compose. La troisième partie, c'est vraiment le mécanisme ou le fonctionnement de l'auto-affectivité qui crée le temps, donc avec l'expression de l'immanence radicale du surgissement temporel. Et la quatrième partie qui va être plus ouverte, mais je tenais à mettre un aspect éthique à ça parce que il me semble que la philosophie doit avoir des implications. Donc, quand on change la conception de quelque chose, il faut qu'il y ait une application pratique ou une façon d'intégrer cette conception-là dans notre vie. Donc, je voulais au moins ouvrir la porte à des considérations éthiques. Okay. Donc, les prémices ou les idées de base pour bien définir le sujet. Donc, il y en aurait 3. Premièrement, l'idée qui est très Michel Henry, que la vie est hors d'atteinte de l'intentionnalité. Que l'intentionnalité n'est pas capable d'atteindre la vie. Deuxièmement, que la vie est une au sens fort du terme, qui est une idée qui revient chez plusieurs auteurs. Je vais prendre principalement Merleau-Ponty pour cette idée-là. Et troisièmement, l'imposition du présent ou l'exigence de penser la vie à partir du présent, donc la primauté du présent dans la temporalité de la vie. Donc, l'intentionnalité. Je me suis amusé un peu avec OpenAI et DALL-E, donc j'en ai pas abusé. Mais à toutes les fois qu'on parle de phénoménologie, c'est toujours difficile de savoir où on part. Donc, je ne vais pas aller très loin là-dedans, mais le principe d'intentionnalité est vraiment fondamental dans ce contexte-là. Et j'aime beaucoup utiliser la métaphore de la lampe de poche pour expliquer l'intentionnalité. Donc, l'intentionnalité, c'est l'équivalent de la lampe de poche de la conscience qui éclaire le monde. Et ça a plusieurs avantages, cette métaphore-là de la lampe de poche, c'est que, premièrement, c'est de la lumière, donc on peut associer la lumière à la raison, comme on fait habituellement en philosophie.
depuis l'allégorie de la caverne. La lumière va éclairer un objet qui est extérieur. Donc, s'il n'y a pas d'objet, on ne voit rien. Donc, nécessairement, l'intentionnalité se tourne vers le monde et va éclairer quelque chose. Et l'autre avantage, c'est que la lampe de poche ne peut pas s'éclairer elle-même. Donc, il y a une perte ou il y a une tache aveugle de l'intentionnalité qui ne peut pas se retourner vers elle-même. Donc, si la lampe de poche est trop proche de l'objet, elle ne peut pas éclairer. Donc, si on prend une lampe de poche et on la colle sur un mur, il n'y a rien à voir parce que ça prend une distance pour que la lumière puisse agir. Et donc, pour observer la lampe de poche elle-même, ça prend une autre lampe de poche qui viendrait éclairer la première lampe de poche. Et donc, il y aurait une régression à l'infini. Donc, si on essaie de tourner l'intentionnalité vers l'intentionnalité, on produit une régression à l'infini et on n'est pas capable d'atteindre la source première de la conscience qui serait derrière l'intentionnalité. Et cette source-là, c'est la vie elle-même. Pour Michel Henry, ce qui est à l'origine de l'intentionnalité, c'est la vie qui est hors d'atteinte de l'intentionnalité parce que la vie ne présente pas de distance qui permettrait à la raison de la regarder ou de l'observer. Donc, la vie n'a pas de faille, n'a pas de distance, c'est une unité immédiate qui ne peut pas être observée à la lumière de la raison. Donc, ce que ça a comme conséquence, c'est que la vie n'offre pas de distance pour l'intentionnalité parce que la vie est pure immanence. Donc, la vie se donne elle-même en elle-même et est pure immanence. Donc, la lumière de la raison ne peut pas l'éclairer. Et il y a une idée que je trouve vraiment fascinante de Michel Henry, c'est que la distance nécessaire à l'intentionnalité n'est pas une distance spatiale, mais une distance temporelle. Donc, la métaphore de la lampe de poche ne fonctionne pas à ce moment-là parce qu'on représente vraiment l'intentionnalité comme on se tourne vers un objet qui est à distance physique, mais la distance est temporelle, dans le sens que tout ce qu'on observe est toujours dans un passé. Donc, là, on peut peut-être faire une métaphore avec quand on regarde des galaxies ou des étoiles lointaines, la lumière arrive au passé, donc clairement, on regarde quelque chose qui est au passé, mais l'intentionnalité regarde des choses qui sont déjà données, qui sont fixes, qui sont extérieures, qui sont toujours des représentations, donc secondes, qui sont médiates, pas immédiates, mais médiates. Et donc, il y a toujours une distance temporelle qui fait un décalage entre la conscience et la chose qui est observée. À l'envers, on pourrait dire que la vie, elle, est présente et présence. Donc, la vie est une présence parce qu'il n'y a pas de distance entre la chose qui est observée et ce qui observe. Donc, le réel présent serait la vie elle-même. Et le seul présent possible serait la vie elle-même. Tout le reste serait au passé parce qu'il y a une distance. Donc, pour penser la vie, Michel Henry propose une phénoménologie non intentionnelle de la vie. Ce qui est peut-être paradoxal. Donc, il a combattu plusieurs critiques par rapport à ça. Et il va expliquer qu'on peut quand même parler de phénoménologie. Donc, même si on parle d'une phénoménologie non intentionnelle, ça reste une phénoménologie parce que la vie reste un phénomène pour elle-même. Donc, la vie s'apparaît à elle-même et donc est un phénomène comme un autre phénomène, mais qui est perçu différemment. Donc, ça nous prend une phénoménologie qui serait non intentionnelle. Et après, il y a tout un développement chez Michel Henry où il va expliquer que ça nous prend une manière de connaître qui est différente avec la critique du monisme ontologique, où il va expliquer qu'on n'est pas obligé de passer par la raison, que l'intentionnalité, c'est la structure de la raison, mais on peut connaître différemment par l'affectivité et donc l'auto-affectivité. Et il va dire aussi, j'ai la citation sur mon autre page, mais là, j'ai le PowerPoint dédoublé, mais il explique que dans la connaissance acquise par l'intentionnalité, il y a un autre type de connaissance. Il y a la connaissance de l'objet qui apparaît, mais il y a aussi une connaissance préalable qui est la connaissance de la vision de l'objet elle-même. Donc, l'intentionnalité nous donne une vision de l'objet, mais on a aussi la connaissance de la vision elle-même, et donc une connaissance de la vie qui apparaît avant l'intentionnalité ou à la source de l'intentionnalité. Ça fait qu'il y a un autre type de connaissance qui est préalable à l'intentionnalité. Deuxième idée pour développer cette idée-là. C'est l'idée que la vie est une au sens fort du terme, donc que la vie ne se divise pas. Et là, je reprends un petit peu Merleau-Ponty dans la phénoménologie de la perception.
où il va dire « L'existence ne peut avoir d'attributs extérieurs ou contingents. Elle ne peut être quoi que ce soit, spatial, sexuel, temporel, sans l'être tout entière, sans reprendre et assumer ses attributs et faire d'eux des dimensions de son être, de sorte qu'une analyse un peu précise de chacun d'eux concerne en réalité la subjectivité elle-même. » Donc, la vie ne se divise pas en parties. On ne peut pas analyser une seule partie de la vie. Un peu pour reprendre le poète William Wordsworth, qui disait que pour analyser, pour disséquer, il faut tuer. Donc, si on prend la vie et qu'on la découpe, qu'on regarde seulement une partie, on n'observe plus la vie, on observe quelque chose d'autre. J'ai mon professeur Thomas de Coninck qui utilisait souvent la métaphore qu'une main coupée n'est plus une main. Une main coupée, c'est pas une main. La vraie main, c'est la main vivante. Puis pour faire rire mes étudiants, des fois, je dis si je me réveille le matin puis je prends la main de ma blonde ou de ma femme, ben c'est la main de ma femme. Mais s'il n'y a pas le reste de ma femme au bout de la main, c'est clairement pas la main de ma femme. Donc, une main coupée n'est plus une main humaine. Comme si on prend seulement un attribut de la vie, ben on tue la vie. Il faut la prendre vraiment dans sa globalité. Une autre réflexion par rapport à ça, ça peut expliquer un peu l'apparence réelle, probablement, de l'écriture de la phénoménologie française qui est un peu redondante, qui tourne en rond souvent. Donc, c'est fascinant de lire Michel Henry, mais il reste qu'il y a quand même des bouts qui se redisent ou qui se répètent. Mais si on prend ça dans ce sens-là, ben, c'est parce qu'il n'y a pas de point de départ comme tel, il n'y a pas de hiérarchie dans la vie. Donc, quand on essaie d'analyser quelque chose qui est un peu tautologique, donc un commencement absolu, ben, chaque élément entraîne l'autre élément. Donc, ça va causer une certaine circularité. Donc, c'est pour excuser la phénoménologie française de tourner en rond, peut-être. Donc, il poursuit, il va dire, analyser le temps, ce n'est pas tirer les conséquences d'une conception préétablie de la subjectivité, c'est accéder à travers le temps à sa structure concrète. Si nous réussissons à comprendre le sujet, ce ne sera pas dans sa pure forme, mais en le cherchant à l'intersection de ses dimensions. Donc, pour vraiment comprendre la vie, pour vraiment la comprendre dans son unité avec toutes ses dimensions, à l'intersection de ses dimensions, et comprendre le temps, bien, ça va être comprendre la structure de la subjectivité elle-même. Troisième prémisse pour comprendre le sujet, c'est l'imposition du présent ou le fait que pour penser la vie, il faut partir du présent ou il faut s'intéresser au présent particulièrement. Parce que le présent est présence et le passé et l'avenir, par opposition, sont des absences. Il n'y a rien dans le passé et l'avenir, c'est des absences, c'est du vide. Et le présent ou la vie ne peut exister qu'au présent. Michel Henry va écrire « Les conceptions qui font du maintenant une naissance et une mort à chaque instant ne sont que la représentation dans le lieu de la mort de ce qu'est la vie. » Donc, c'est vraiment une opposition avec le temps cosmologique. Donc, on cherche un temps qui n'est pas une naissance à chaque instant, donc une réitération d'un présent continu dans un temps cosmologique, mais vraiment quelque chose qui est plus près de la vie et donc dans un flux continu. Ça me fait penser beaucoup à Zénon et le paradoxe d'Achille et de la tortue. Que si on prend... pourquoi Achille ne peut pas rattraper la tortue si Achille fait une course avec la tortue? C'est parce que l'espace est divisible à l'infini. Et donc, à chaque fois qu'il avance d'une unité d'espace, ben, il y en a d'autres, on peut la diviser à l'infini. Donc, il y en a toujours, il ne pourra jamais traverser l'infini de l'espace. Ça peut s'appliquer au temps aussi. Et donc, si on a une conception objective du temps qui est divisible à l'infini dans des présents de plus en plus petits, on a un temps qui est une répétition de présents. Et dans ce cas-là, si on prend cette vision-là et qu'on regarde la vie d'un point de vue objectif, donc si j'étais l'objectivité et que je regarde la vie, j'aurais l'impression que la vie apparaît et disparaît constamment, qu'à chaque instant, la vie apparaît et disparaît, et c'est comme... une bobine de cinéma, par exemple, là, que chaque case serait fixe et la vie apparaît, meurt et recommence. Et c'est pour ça que Michel Henry va dire que l'objectivité est pour la vie le plus grand ennemi. Parce que la vie est impossible dans l'objectivité.
Donc, dans un monde objectif, dans le monde extérieur pur, la vie ne peut pas exister, la vie ne peut pas se comprendre, la vie est dans la continuité, dans le flux temporel. Le présent vivant maintenant. Bon, qu'est-ce que le présent vivant? Il y a deux idées, il y en aurait plus, mais il y a deux idées chez Michel Henry qui sont plus importantes. L'idée d'auto-affectivité qui est très, très centrale pour Michel Henry, et l'idée de passivité et de réceptivité qui sont peut-être la clé de la conception du temps. Donc, l'auto-affectivité, c'est vraiment très, très central chez Michel Henry. J'ai encore reproduit la lampe de poche. Donc, il a écrit un immense ouvrage qui s'appelle « L'essence de la manifestation » dans lequel il explique un peu ce qu'est l'auto-affectivité qui est à la base de la phénoménologie, selon lui. Et l'auto-affectivité, c'est le moi, donc la conscience, qui est à la fois une réception et une donation. Donc, il y a une double réalité du sujet qui se reçoit lui-même et qui se donne à lui-même. Donc, c'est un affecté et un affectant. Donc, je m'affecte et je suis affecté par moi. Et il va insister beaucoup sur le fait que ce n'est pas deux parties de moi ou deux façons différentes d'exister, mais vraiment dans une unité, dans quelque chose qui est une seule réalité. L'auto-affectivité, c'est le fait de se recevoir et de se donner à soi-même constamment, mais dans une unité constante. Il y a des grands développements justement sur le monisme ontologique, parce que pour être capable de penser ça dans une unité, il faut se défaire un peu d'une conception qui serait rationnelle, où on aurait tendance à se séparer et dire, il y a moi affecté et il y a moi affectant. Mais il insiste beaucoup sur cette unité-là, qu'on existe dans la rencontre de la réception et de la donation. Et ensuite, l'intentionnalité peut fonctionner donc sur cette base-là de l'auto-affectivité, donc se tourner vers des objets extérieurs, mais toujours sur cette base-là de la vie auto-affective. Deuxième idée, c'est la passivité. Donc, on est une donation, une réception, mais il y a quand même une insistance de Michel Henry sur la réception, donc qui fait peut-être le fondement ultime de l'auto-affectivité. Donc, Henry va dire, la vie n'est rien d'autre que la passivité de cette venue en soi, et le mouvement qui n'a pas de fin de cette venue en soi de la vie, c'est le temps. Donc, la réception de la vie, de l'affectivité constante, donc qui arrive constamment, crée un mouvement, et c'est la vie qui s'apparaît constamment. Ce qui vient ne vient pas à partir de l'avenir. Donc ça, c'est intéressant aussi. Donc ce qui vient est la venue de la vie en soi-même. Donc c'est la vie qui s'apparaît à elle-même constamment, telle que la vie s'éprouve en s'éprouvant soi-même, de telle manière que s'éprouvant soi-même, plongeant à travers la transparence de son affectivité, la vie plonge dans la puissance qui la pose et ne cesse de la poser. Donc, la vie s'apparaît constamment, ce qui nous permet d'affirmer que la présence est un passé absolu, ce que je trouve absolument fascinant. Donc, on peut affirmer que la présence ou le présent est le passé, ce qui est vraiment plaisant à affirmer. Comment est-ce que la présence est le passé? C'est parce que ce que je reçois me précède. Donc, c'est le passé. Donc, s'il y a une réception, c'est qu'il y a quelque chose qui existait déjà. Donc, ce qui m'arrive constamment, la vie me provient du passé. Et donc, le présent, c'est le passé. Pourquoi est-ce qu'on parle de présent plutôt que de passé? C'est parce qu'on pense à l'immédiateté de la réception. Donc, le fait que je me reçois du passé ou cette réception-là cause pas de distance. Donc, le présent est conçu dans le sens d'immédiateté dans ce sens-là. Fait que le présent vivant est immédiat et est présent parce qu'il n'a pas de distance par rapport à lui-même. Il n'y a pas de séparation de soi. Donc, on peut quand même parler de présent comme un passé absolu, ce qui est toujours intéressant. La troisième idée, c'est l'immanence radicale du surgissement temporel.
Donc, sur cette base-là, avec les prémices puis la conception du présent vivant, on peut élaborer l'idée de l'immanence radicale d'un surgissement temporel. Premièrement, je veux arrêter sur l'idée de la puissance. Donc, si on revient à la citation, il dit l'auto-affectivité est transparente, donc dans le sens elle est immédiate, on la comprend complètement, c'est nous, c'est la vie. Et la vie plonge dans la puissance qui la pose et ne cesse de la poser. Donc, je veux revenir sur cette puissance-là qui pose la vie constamment. Ensuite, je vais arrêter sur l'idée d'immanence radicale qui me semble vraiment centrale. C'est radical, donc c'est vraiment important. Et ensuite, le mécanisme du surgissement temporel. Donc, quelle est cette puissance qui pose la vie? Quand on lit Michel Henry, évidemment qu'il y a une tendance à la religion ou au divin. Donc, surtout à la fin de sa vie, c'est clairement une référence au christianisme. Donc, il a écrit des livres comme C'est moi la vérité, puis Incarnation. Donc, il y a vraiment une référence au christianisme qui est assez évident à la fin de sa vie. Et il y a Dominique Janicot qui a écrit un livre qui m'avait vraiment troublé, un traumatisme philosophique. Dominique Janicot il a écrit un tout petit livre qui s'appelle « Le tournant théologique de la phénoménologie française ». Ça a été repris dans un autre livre, donc il y a deux textes par rapport à ça, dans lequel il explique qu'il accuse la phénoménologie française d'utiliser un vocabulaire qui est souvent ambigu et qui ignore le poids métaphysique ou religieux des termes utilisés. Donc, souvent, on va utiliser des termes comme vie ou incarnation ou chair, absolu, vérité, tous ces termes-là, dans un sens très, on pourrait dire rigoureux, très juste le sens du terme. Et progressivement, dans l'écriture, il y a un glissement qui se produit où l'historique du terme qui est métaphysique revient. Donc ça cause un espèce de glissement où l'argumentation ou la présentation plus rationnelle ouvre la porte à quelque chose qui serait plus métaphysique, qui n'est pas nécessairement justifié. Donc, chez Michel Henry, on comprend que la vie qui se pose elle-même a quelque chose de divin. Et puis même chez Michel Henry, le terme « vie » va prendre un « V » majuscule éventuellement. Donc, on a la vie, et éventuellement, ça devient la vie avec un V majuscule. Ou pour donner un autre exemple, chez Lévinas, on a la relation à l'autre avec un petit « a ». Et éventuellement, dans ses écritures, c'est la relation à l'autre avec un A majuscule. Puis là, tout d'un coup, on découvre que l'autre, c'est Dieu. Donc, il y a ça. Mais je pense que c'est pas nécessaire de poser quelque chose qui serait transcendant. Et je pense même que ça va contre la philosophie de Michel Henry lui-même. Puis je pense que Michel Henry propose quelque chose qui permet de s'en sortir, tout simplement en affirmant que c'est l'affectivité elle-même qui se pose. Puis il l'affirme lui-même régulièrement. Donc, je pense que ce saut-là de présupposer une puissance qui poserait la vie continuellement n'est pas nécessaire à partir de Michel Henry lui-même. Donc, quand il parle d'immanence radicale, il insiste très fortement sur le fait qu'il n'y a pas justement de transcendance. Donc, par exemple, dans Phénoménologie de la vie, il va écrire « La vie est une dimension d'immanence radicale. Pour autant que nous puissions penser cette immanence, elle signifie donc l'exclusion de toute extériorité, l'absence de cet horizon transcendantal de visibilité où toute chose est susceptible de devenir visible et qu'on appelle le monde. La vie est invisible. » Donc, l'idée que la vie est invisible, il ne vise pas nécessairement une négation d'une puissance supérieure dans ce cas-là. Il parle vraiment que la raison n'est pas capable d'observer les choses, que la vie est invisible à la lumière de la raison. Mais on voit quand même qu'il y a une insistance sur l'autosuffisance de la vie ou de l'auto-affectivité. Donc, il n'y aurait pas besoin de quelque chose de supérieur pour se poser. Maintenant, on peut parler du surgissement temporel. La conception de la temporalité vécue de Merleau-Ponty est très, très proche de Michel Henry. Donc, à mon avis, on peut pratiquement mélanger les deux, là, si on veut. Probablement que ça serait trahir la pensée des deux auteurs. L'objectif, c'est pas vraiment de dire, d'essayer de comprendre qu'est-ce que Michel Henry pensait réellement ou qu'est-ce que Merleau-Ponty pensait réellement, mais plus de développer le temps vécu. Donc, on peut, je pense, piger dans les deux. Donc, Merleau-Ponty dit « Le temps est affection de soi par soi.
ce qui est très Michenery. Celui qui affecte le temps est comme poussé et passage vers un avenir. Donc, celui qui affecte pousse vers l'avenir parce que j'affecte, moi, l'instant suivant, disons. Celui qui est affecté est le temps comme série développée des présents. Donc, la chose qui est affectée, c'est le présent qui se reçoit constamment. L'affectant et l'affecté ne font qu'un, donc dans cette unité primordiale-là de la subjectivité, parce que la poussée du temps n'est rien d'autre que la transition d'un présent à un présent. Donc, c'est un présent qui se donne à un présent, qui se donne à un présent. Nous ne sommes pas, d'une certaine manière, d'une manière incompréhensible, une activité jointe à une passivité, un automatisme surmonté d'une volonté, une perception surmontée d'un jugement, mais tout actif, tout passif, parce que nous sommes le surgissement du temps. Donc, on voit encore l'unité de la vie, on revoit l'auto-affectivité, qui n'est pas deux choses en même temps, mais on est tout actif et tout passif, on est une réception qui se donne et qui crée le temps. Donc, je vais aller à ma conclusion plus rapidement. Donc, l'auto-affectivité est capable d'expliquer à la fois le glissement du temps et sa permanence. C'est ce que je trouve intéressant. L'auto-affectivité, dans son surgissement et son auto-affection comme ça, peut expliquer le glissement, donc le mouvement, et la permanence en même temps, sans intervention d'une puissance extérieure. Le temps est donc une réaction instantanée à une impression affective qui est toujours renouvelée. Cette spontanéité de l'affect est ce qui permet la conscience, à la conscience de se percevoir elle-même. Donc, je reçois une impression affective, j'ai une réaction affective, et cette réaction-là est ce que je vais me recevoir l'instant suivant. Donc, pour les considérations éthiques, comme je disais, je laisse ça ouvert, mais si on conçoit le temps présent de cette manière-là, ben, le présent vivant devient une plateforme à partir de laquelle émerge un jugement qui est pré-rationnel. Donc, cette réaction affective-là qu'on a par rapport à ce qu'on reçoit ne provient pas de la raison, ce n'est pas une délibération, mais il y a quand même une forme de jugement dans cette réaction affective-là qui est immédiate et qui est dans un flux aussi, donc une continuité. Donc, il y a la place à une forme de liberté et d'une responsabilité. Donc, la responsabilité devient continue, fait partie de mon essence même, dans le flux de mon affect. Parce que la vie est un présent vivant, elle est tout entière éthique. Donc, c'est ce que j'essaie de développer. Si on est un présent vivant, ma réaction affective est donc toujours éthique. Je suis toujours éthique. Là, il y a deux idées que je trouve intéressantes. L'idée que l'éthique pourrait dépendre de la qualité de ma présence affective. Donc, l'idée que je serais responsable de comment je réagis aux choses, vu qu'il y a une part de liberté. Et en même temps, ben, si on veut s'ouvrir aux autres, ben, l'éthique pourrait être fondée sur ma disposition à répondre effectivement aux autres. Donc, si je serais responsable de bien me disposer affectivement pour être éthique. Donc, c'est des pistes de réflexion. Par contre, il y a le paradoxe qui apparaît. Donc, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une éthique dans l'intimité de notre auto-affectivité? Est-ce qu'on peut déjà parler d'éthique au cœur de la solitude profonde de l'auto-affectivité? Et si c'est le cas, ben, comment est-ce qu'on rouvre une éthique relationnelle? Comment est-ce qu'on se rouvre à l'autre à partir de ça? Encore là, j'ai deux petites pistes de solutions. Il y aurait peut-être possibilité d'inclure dans l'auto-affectivité l'intersubjectivité, mais je ne suis pas certain qu'on peut faire entrer l'intersubjectivité au cœur de l'intimité de l'auto-affectivité qui me semble plus profond. Mais je ne suis pas certain encore, ça fait qu'il y a cette idée-là. Ou peut-être qu'on pourrait parler de la disposition affective comme une forme de pré-éthique. Donc, comme ce n'est pas relationnel encore, ça ne serait pas de l'éthique, mais ma disposition affective à comprendre les autres ou à recevoir les autres pourrait peut-être être une forme de pré-éthique qui rendrait possible l'éthique par la suite. Donc, c'est mes deux pistes de solution pour l'instant. Donc, en conclusion, le présent vivant est une réception et une donation continue de notre propre affectivité. Ce qui nous est donné contient déjà une coloration affective, celle que nous avions juste à l'instant. Sur cette base, nous réagissons
nous jugeons la valeur de ce qui est reçu et nous créons ainsi un nouveau vécu affectif que nous transmettons à l'instant suivant. Et dans cette structure fondamentale du temps, au niveau le plus intime de notre affectivité, se dessine la possibilité d'une éthique incarnée, je ne sais pas quel terme utiliser, pour ne pas retomber dans les problèmes du vocabulaire. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Étienne. Donc, je vais prendre les questions. Francis? Bonjour, chers collègues. Je suis content. Je pensais que nos projets phénoménologiques allaient se confronter. Je me rends compte que peut-être qu'ils se complètent plus. J'ai l'impression que oui. Donc, on devrait peut-être travailler plus ensemble. Ma question va être un peu longue puis décousue. J'ai beaucoup de choses que je veux essayer de dire. Bon, tu as parlé du présent vivant comme auto-affectivité qui serait fermée sur elle-même. Puis, tu nous dis que Henri parle il fait une phénoménologie non intentionnelle de la vie. Sauf que j'ai l'impression que le défaut un peu de sa méthode, c'est il nous dit qu'il faut penser la vie dans sa totalité plutôt que dans ses parties, sinon on tue la vie. Mais pourtant, j'ai l'impression que dans la phénoménologie qu'il développe, il évacue la facticité, il évacue la concrétude réelle de la vie, l'histoire finalement, l'historicité plutôt de la vie. Donc, il évacue la spécificité de la vie à une époque, dans un contexte. Puis justement, tu sais, on en a parlé beaucoup hier dans les conférences, mais quand tu parles d'auto-affectivité immédiate, ben moi-même et les phénomènes qui m'apparaissent, on apparaît dans une luminosité historique, dans un espace historique qui met en lumière les phénomènes, puis qui informe ma propre subjectivité. Donc, tu l'as dit toi-même d'ailleurs, hein, le passé me précède. Ben à ce moment-là, est-ce qu'il n'y a pas une nécessité de confronter l'historicité radicale de la vie? Puis ce qui fera en sorte que, bon, à la fin, tu as parlé de la piste là, comme l'intersubjectivité, l'auto-affectation, l'auto-affectivité, excuse. Ben, peut-être que justement, en pensant l'histoire, on peut penser comment l'intersubjectivité informe mon auto-affectivité. Puis finalement, ben, placer quasiment archéologiquement l'intersubjectivité au fondement de l'auto-affectivité, excuse, pour justement évacuer le problème du solipsisme, quelque chose comme ça. Je sais pas si ça a du sens. Ben, oui. Je pense que le questionnement, c'est un peu qu'est-ce qu'on reçoit précisément. J'ai l'impression, mais c'est sûr que c'est à partir de Michel Henry, j'ai l'impression que ce qu'on reçoit est fondamentalement affectif. Fait que c'est une coloration, mais il y a peut-être place dans la coloration affective qu'on reçoit à insérer l'historicité. Puis là, ça me fait penser à Merleau-Ponty quand il explique que quand on rentre dans une salle, on reçoit une impression affective ou une atmosphère qui est vraiment, qui inclut, avant de voir qu'il y a des chaises, qu'il y a des gens, on reçoit l'atmosphère de la pièce. Et ça, c'est une coloration affective. Fait que peut-être que ce qu'on reçoit dans la coloration affective est beaucoup plus riche que juste j'aime ça ou j'aime pas ça ou je suis heureux, je suis pas heureux. Ça, je suis pas certain de ce qu'on pourrait mettre là-dedans. Mais j'ai l'impression que c'est affectif, que ce qu'on reçoit est très affectif et que la compréhension historique plus développée serait en second lieu, parce que ça demande la mémoire, ça demande de la rationalité, ça demande des informations, de la connaissance. Fait que j'ai vraiment l'impression que l'historicité serait seconde par rapport à cette réception affective-là. Mais ça reste à creuser, je pense. Peux-tu répondre? Oui. Ben, tu sais, mettons qu'on pense, je sais pas moi, au Moyen-Âge où tout le monde était chrétien en Occident, tu sais, ben, les phénomènes apparaissaient spontanément comme étant créés par Dieu, mettons. Dans le sens que ça ne demandait pas une compréhension rationnelle de l'histoire, puis ça ne demandait pas d'être éduqué pour que les phénomènes apparaissent spontanément comme ça, tu sais. Fait qu'à ce moment-là, est-ce que justement l'historicité n'est pas précédente au sens que les phénomènes apparaissent comme pré-interprétés déjà, on les interprète pas rationnellement, tu sais.
Oui. Ça, je pense que ça remonte à l'époquet, dans le sens qu'il y a un saut, là, que si je vois un fantôme puis que j'interprète ça comme étant un phénomène religieux, ce que j'ai perçu, le phénomène que j'ai vu, c'était une forme, c'était des lumières, j'ai eu peur, mais l'idée que c'est l'âme de quelqu'un qui se manifesterait, ça, il y a une espèce de saut cognitif qui dépasse le cadre de la description du phénomène lui-même. Ça fait que ça, je pense que ça serait peut-être de l'époquet. Mais il y a beaucoup de textes de Michel Henry et de plein d'autres auteurs qui expliquent qu'ils ont une expérience phénoménale du divin, par exemple. Puis je pense qu'il y a un saut, justement, qui dépasse l'époquet, parce que si j'ai une expérience divine, je peux dire que j'ai une expérience, j'ai un senti, j'ai vu quelque chose, j'ai eu des perceptions, mais il y a une espèce de saut pour dire c'était quelque chose de divin, ou c'était un fantôme, ou c'était un ange. Fait que là, je pense qu'il y a un saut. Fait que si on considère ça de cette manière-là, je pense que l'affectif redevient premier et que l'historicité serait seconde quand même. C'est comme, il y aurait la réception affective ou la réception intentionnelle, puis il y aurait une couche d'interprétation qui viendrait en second. Je pense, mais ça reste quand même à creuser comme idée. On aurait peut-être le temps pour une toute dernière question. Philippe? J'avais 2 questions, mais je vais m'en tenir à une seule. Est-ce qu'on a le temps? Oui, je vais poser les 2, je te laisserai choisir si tu juges que tu n'as pas le temps. La première, c'était concernant parmi les premières citations que tu as données, il y en a une qui renvoyait implicitement à Husserl, qui me paraissait être l'interlocuteur manquant, là, mais c'est clair que quand il distingue, Henri, la conception de la temporalité vécue comme renvoyant à la conscience intime du temps, il fait référence aux recherches sur la conscience intime du temps de Husserl, puis il semble la critiquer pour proposer sa propre conception. Peux-tu resserrer un peu l'objet de cette critique-là? Ça, c'est question 1. Si tu as le temps pour question 2, quand on parle de responsabilité, là, je te renvoie à l'autre bout de ta conférence, là, je suis conscient aussi que c'est en chantier, là, cette partie-là, mais quand on parle de responsabilité éthique, on suppose la capacité de prendre des décisions rationnelles, et donc d'assumer ses choix. De là, la raison pour laquelle on n'attribue pas de responsabilité aux enfants, par exemple, qui n'ont pas encore développé pleinement leur capacité rationnelle. Donc, on parle de quelque chose qui se développe assez tardivement chez certains êtres vivants, notamment les humains. Donc, quelque chose qui est assez tardif dans l'apparition ou le développement de l'expérience humaine, tandis que le présent vivant, on parle de quelque chose qui se situe à l'origine de toute expérience qui, pour cette raison-là, est aussi décrite comme étant radicalement passive. C'est quelque chose qui se déploie sans qu'on y soit pour rien. On se découvre au sein du présent vivant. Donc, ça se fait bien antérieurement à toute forme de décision rationnelle. Donc, comment articuler une éthique qui suppose la décision rationnelle avec quelque chose qui se situe à un niveau pré-rationnel, pré-décisionnel, pré-égoïque, donc radicalement passif. Oui. Voilà. C'est des très, très bonnes questions. La première, je peux répondre très rapidement. La critique que Michel Henry fait à Husserl, il nomme pas Husserl, mais c'est clairement Husserl qui est en tête, c'est vraiment que ça serait encore une représentation du temps. Pour lui, ça ne serait pas une description du temps vécu, mais vraiment un temps second. Même l'idée de protension-rétention serait encore dans la compréhension d'un temps pensé ou réfléchi. Donc, c'est un petit peu cette critique-là que ça ne serait pas encore le vrai temps décrit phénoménologiquement profond. Ça serait déjà dans la représentation du temps. Puis pour la question de l'éthique, c'est une très, très grosse question. C'est pour ça que je parle un petit peu de pré-éthique à la fin, parce que il y a une réaction affective, puis il y a une marge de liberté quand même dans comment je réagis par rapport à ce que je reçois. Puis comme il y a une marge de liberté, parce que je peux changer, je peux nier ce que je reçois ou pas être satisfait de ce que je reçois, il reste que
dans ma réaction affective, il y a une part de liberté et donc de responsabilité, je pense. D'où l'idée que si je me reçois puis je me referme sur moi ou je suis pas affectivement disposé à répondre aux autres, ben, on pourrait dire que ça cause des problèmes au niveau de l'éthique. Il y a une part de choix libre, donc il y a une part de liberté qui pourrait fonctionner. Est-ce qu'il faut aller jusqu'au niveau de la raison? J'ai l'impression que la raison est plus au niveau de la clarification des problématiques. Que l'éthique est très, très affective, je pense, au niveau de la compassion, au niveau de l'accomplissement du désir. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'affectivité, la motivation, la mise en action de l'éthique ou le choix, parce que même si rationnellement, je sais que je devrais faire A, mais je peux faire B quand même, et c'est au niveau affectif que je vais être motivé à faire la bonne chose, dans le fond. Et je pense que l'affectivité est très, très importante au niveau de l'éthique et que la raison vient plus clarifier la situation pour causer la bonne réaction affective. Ensuite, comment est-ce qu'on explique la responsabilité éthique des enfants ou des animaux ou quelque chose comme ça, parce qu'ils ont clairement un présent vivant. Je pense qu'il faut parler de pré-éthique, parce que les enfants ne peuvent pas avoir de responsabilité éthique, mais il y a quand même une construction qui se fait au niveau affectif. Donc, on pourrait, les enfants sont en développement, donc il y aurait peut-être une construction importante qui pourrait les disposer par la suite à être éthiques. Le terme, je ne sais pas, j'aurais eu tendance à appeler ça métaéthique, mais le mot est déjà pris. C'est pas, mais quelque chose qui précède l'éthique, qui serait plus de l'ordre du présent vivant. Mais après ça, l'affectivité revient toujours dans la délibération éthique, dans la motivation, dans les désirs, je pense que l'affectivité est toujours présente. Mais c'est encore en chantier, donc je ne suis pas sûr encore comment articuler tout ça, là. Merci beaucoup, Étienne. Donc, vous avez quand même merci.